Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. On ouvre cette édition par cette élection au niveau de la francophonie. La Canadienne Michaëlle Jean a été élue comme secrétaire générale de cette institution. Elle remplace ainsi le Sénégalais Abdoul Diouf. La Guinée était représentée à ce 15e sommet par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, qui a pris une part active aux travaux. Compte rendu, Sanassi Keita. Le 15e sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays ayant le français en partage a effectivement ouvert ses portes ce samedi 29 novembre 2014 ici au Sénégal autour du thème « Femmes et jeunes en francophonie, vecteurs de paix et acteurs du développement ». La désignation du prochain secrétaire général de l'OIF, Organisation internationale de la francophonie, la définition des orientations de l'organisation et l'adoption du prochain cadre stratégique décennal, c'est-à-dire les femmes et les grands enjeux de ce rendez-vous de Dakar. C'est pourquoi il est choisi pour ce sommet de mettre en exergue l'importance et le rôle de son capital le plus précieux dans la transformation de la société. Il s'agit des jeunes, forces motrices du changement, auxquels nous devons garantir des emplois décents pour les permettre de façonner un monde meilleur. Il s'agit aussi des femmes, cette frange invisible de la croissance mondiale, marginalisée dans son statut et qui doit enfin s'emparer de tout ce pouvoir en tant que vecteur de progrès dont le pensionnement constitue un facteur d'équilibre, de stabilité politique, économique et sociale. 77 chefs d'État et de gouvernement, représentants des organisations internationales, des ONG, des acteurs économiques, culturels et sociaux ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Occasion pour professeur Alpha Condé de remercier la famille francophone pour le soutien qu'elle ne cesse d'apporter à la Guinée dans la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. La famille francophone est mobilisée à travers nombreux de ses membres pour apporter à la Guinée du soutien attendu en vue du renforcement de son système sanitaire, tout en œuvrant contre l'isolement et la stigmatisation qui, comme nous le savons, sont plus nocifs que l'épidémie de virus Ebola elle-même. Je tiens particulièrement à rendre hommage à la France, soutien précieux face à cette épreuve. La visite effectuée hier en Guinée du président François Hollande voici la preuve de cette solitude que la France, mais aussi sous un exemple éloquent que les pays affectés par ce virus sont fréquents. Merci, mon cher ami. Nous fondant sur les valeurs qui soutiennent la francophonie, la Guinée en appelle les autres États membres et a pris des mesures de restriction contre le 60 des pays atteints de nouveaux centres de développement sanitaire de l'Organisation mondiale de la santé et de recommandations internationales de l'association civile. Dans cette même lutte et pour une plus grande solidarité dans l'espace francophone, le président de la République française indique. La solidarité, c'est également celle que nous devons montrer face à des fléaux sanitaires. Je reviens de Guinée, à l'invitation du président Alpha Condé. Je voulais venir dans ce pays frappé avec le Sierra Leone, avec le Libéria. Je voulais venir pour dire aux Guinéens, nous sommes là. Nous n'avons pas peur d'être là. Nous sommes à vos côtés. Et nous venons apporter avec l'ensemble des francophones le soutien indispensable. Nous avons créé des centres de traitement. À Conakry, la maladie commence seulement à être vaincue. Nous avons créé d'autres centres de traitement en Guinée forestière. Je veux saluer les soignants africains, les soignants européens, les soignants qui viennent du monde entier, les soignants français qui prennent des risques. Et c'est pourquoi nous avons créé un centre dédié aux soins pour qu'ils puissent être traités sur place lorsqu'ils sont contaminés. Je veux aussi confirmer que nous allons former les soignants pour qu'ils puissent être le plus utiles possible, informer la population pour qu'elle puisse prendre les mesures de précaution indispensables. Et ce qu'a dit le président du Mali est très important, la vigilance. La vigilance, oui, mais pas l'enfermement, pas la discrimination. Les pays touchés par Ebola
doivent vivre, doivent commercer, doivent pouvoir assurer l'accueil des investisseurs et permettre le développement. J'ai rencontré hier une jeune femme à Conakry qui venait d'être guérie d'Ebola, car on guérit d'Ebola. Et elle avait un message, et je veux être son porte-parole. La vie est plus forte. La vie peut gagner contre l'épidémie. Et elle-même voulait être aux côtés des malades aujourd'hui, alors qu'elle est sortie d'Ebola, pour leur dire « Ayez espoir ». Eh bien oui, ayons espoir, mais faisons en sorte que l'espoir soit possible. Son courage, c'est un exemple pour nous tous, parce qu'il y a une vie aussi après Ebola, et qu'il conviendra de mettre en place toutes les structures sanitaires, toutes les vigilances indispensables, tous les vaccins, pour qu'il n'y ait plus d'Ebola en Afrique, qu'il n'y ait plus d'Ebola nulle part au monde. Parlant de la langue française, le président François Hollande dit, je cite, « Défendre le français, c'est promouvoir le pluralisme linguistique. Nommer les choses, c'est ajouter encore du désordre au monde. » Dans ces termes que le président français a appelé tous les dirigeants de l'espace francophone à davantage suivre la langue française dans le monde. En Guinée, l'Assemblée nationale soutient le projet de création de l'École nationale d'administration. Le projet figure dans le plan d'action que le ministre de la fonction publique a présenté lors de la plénière consacrée sur le budget sectoriel du département. Explication François Lama. À l'instar des autres membres du gouvernement qui se sont succédés devant les députés pour défendre leur budget sectoriel, le ministre de la fonction publique était venu partager les priorités de son département en 2015. Des priorités qui mettent l'accent sur la poursuite du recensement biométrique et la création de l'École nationale d'administration. Nous avons développé la problématique liée d'abord au recensement biométrique, qui est en voie de finalisation, mais qui doit se poursuivre avec le recensement biométrique au niveau des pensionnés et également le recensement biométrique des contractuels temporaires. Et la deuxième problématique, c'est le projet ENA, qui constitue l'un des projets phares du quinquennat de M. le Président de la République. Là aussi, nous avons demandé suffisamment de ressources en fonctionnement et en investissement pour que l'ENA puisse être opérationnel en septembre 2015 si nous avons les moyens. Et en troisième position, nous avons développé, n'est-ce pas, la question de la modernisation de l'administration à travers la promotion de la gouvernance électronique. Et la quatrième problématique, c'est la féminisation et le rajeunissement de l'administration publique. Devant l'urgence et la pertinence de la création de l'ENA, le président de l'Assemblée nationale a donné le point de vue de son institution qui s'inspire de l'expérience française. Ils ont proposé beaucoup de choses parmi lesquelles il y a la création de corps de fonctionnaires. L'INENA réussi, c'est l'INENA qui se structure en faisant une place au corps de fonctionnaires. Il faut que ceux qui sont logés après avoir fait l'ENA dans ces corps soient des fonctionnaires à vie. Ils signent un contrat avec l'État pour ne pas que, après avoir été formé avec beaucoup d'argent parce que ça coûte très cher, ils quittent la fonction publique pour aller dans le secteur privé. Deuxièmement, ils sont fonctionnaires à vie, donc que vous les employez ou pas, qu'ils aient des postes ou pas, il faut, monsieur le ministre, qu'ils soient payés. Si nous allons à mettre en place l'ENA, alors je suis sûr que nous allons avoir une administration solide, équilibrée et stable. Ces travaux consacrés aux questions-réponses sans débat se poursuivront jusqu'au 3 décembre.
Demain sera célébrée la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Le thème retenu cette année est « Combler l'écart ». Face donc à l'enjeu de cette célébration, le Premier ministre, président également du comité exécutif de lutte contre le sida en Guinée, a fait une déclaration. Mohamed Saïd Fofana est au micro de Adi Kamara. Compatriotes, demain, 1er décembre 2014, la Guinée, à l'instar des autres pays du monde entier, célébrera la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette déclaration se déroule dans un contexte particulier, qui est celui de la lutte contre la maladie à virus Ebola. Je m'incline pieusement devant la mémoire des victimes de cette maladie et celle du sida. Le thème de cette année est « Combler l'écart », défini par l'ONU-SIDA. Je tiens, au nom du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, président de la République, à renouveler l'engagement du gouvernement guinéen, à poursuivre les efforts déjà déployés pour une riposte efficace et efficiente à l'épidémie de VIH dans notre pays. J'exhorte par ailleurs les partenaires techniques et financiers à relever leur contribution dans le financement de la riposte au VIH. Je salue le courage des personnes vivant avec le VIH qui se battent tous les jours contre le poids de la maladie, mais aussi contre la stigmatisation et la discrimination quotidienne qu'elle continue de subir. Je félicite le secrétariat exécutif du comité de lutte contre le sida ainsi que l'ensemble des acteurs et partenaires de la riposte au VIH pour tous les progrès réalisés. Je les invite à redoubler d'efforts pour que nous puissions atteindre les personnes qui n'ont pas encore accès aux services de prévention, de traitement, de soins et d'appui en matière de VIH. Ensemble, nous arriverons à combler l'écart. Par rapport à cette célébration prévue demain, il faut dire que la directrice pays ONU-SIDA en Guinée a à son tour présenté la déclaration du secrétaire adjoint des Nations Unies qui est en même temps le directeur exécutif de l'ONU-SIDA. Suivez. Cette journée mondiale de lutte contre le sida, n'oublions pas les vies prises par le virus Ebola, ni les pays et les populations touchées par sa flambée en Afrique occidentale. L'épidémie d'Ebola nous rappelle les premiers jours de l'épidémie de sida. Les personnes étaient effrayées et se cachaient. La stigmatisation et la discrimination étaient omniprésentes et l'on ne disposait d'aucun médicament. L'espoir était mince. Mais aujourd'hui, grâce à la solidarité mondiale, à la mobilisation sociale et à l'activisme de la société civile, nous avons pu, tous ensemble, transformer cette tragédie en opportunité. L'heure est venue pour nous de redoubler d'efforts, d'accélérer notre action et de combler l'écart entre les personnes qui ont accès aux services de prévention, de traitement, de soins et d'appui en matière de VIH et celles qui restent sur le bord du chemin. Et la représentante du système des Nations Unies en Guinée a fait également une déclaration. La communication est axée sur les efforts consentis par la communauté pour réduire le taux de prévalence à travers le monde. On l'écoute au micro de Adi Kamara. Cette année, les dirigeants du monde entier se sont engagés à éradiquer le sida d'ici à 2030, un objectif que la procédure accélérée lancée la semaine dernière devrait nous permettre d'atteindre. Près de 14 millions de personnes ont désormais accès aux traitements antirétroviraux. Nous avons réduit le nombre de nouvelles contaminations de 38% depuis 2001. Nous avons empêché la contamination de 1,16 million de nouveaux-nés grâce aux traitements antirétroviraux. Nous devrions parvenir à fournir des traitements antirétroviraux à 15 millions de personnes d'ici à 2015 et mettre fin aux transmissions mère-enfant du virus dans les quelques années à venir. Grâce au dévouement et à l'énergie déployée par nos nombreux partenaires,
notamment ceux issus de la société civile, nous continuons à remettre en cause et à faire abroger les lois stigmatisantes et discriminatoires, et les progrès s'accélèrent. Toutefois, ces avancées demeurent fragiles. 35 millions de personnes vivent actuellement avec le VIH, parmi lesquelles environ 19 millions ignorent qu'elles sont séropositives. J'appelle les dirigeants du monde entier à rejoindre l'effort collectif. Nous nous sommes fixés un objectif ambitieux vers lequel nous progressons désormais de plus en plus rapidement. Œuvrons ensemble pour éradiquer le sida d'ici à 2030. Santé encore cette fois avec la lutte contre Ebola. Les ministres en charge de la santé du Mali et de la Guinée se sont rencontrés hier samedi à Kourémalé pour discuter des questions d'harmonisation des efforts de lutte contre l'épidémie. Les dispositifs sanitaires entre les deux pays ont été renforcés. Explication, Sori Dekera. Kourémalé, localité située à cheval entre la Guinée et la République du Mali. Depuis la déclaration de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, les deux pays multiplient les initiatives pour renforcer les mesures de contrôle sanitaire aux deux postes frontaliers. L'observation des mesures de riposte dans cette zone frontalière est perceptible par la prise systématique de la température de tous les passagers. Des centres d'accueil des malades sont également installés des deux côtés de la frontière. Je pense que la voie politique va nous autoriser, nous les techniciens, à pouvoir aller au-delà de la voie politique. Parce que même si on a voulu mieux ce contact, techniquement, si la voie politique n'était pas donnée, c'était difficile. Parce que moi j'ai été à Nafadji, j'ai échangé avec mes voisins de sécurité. Ils ont même décidé que je parte juste dans la ville de Nafadji. J'ai dit non, mes prérogatives s'arrêtent ici. Mais ils ont fait venir l'infirmier de poche de Nafadji pour que je puisse lui donner les premières instructions, m'assurer qu'il a des informations. S'il ne l'a pas, comment j'avais le souci. Parce qu'il faut dire que cette lutte, il me faut pour les agents de santé. Parce qu'ils sont à la première ligne. En plus de ces mesures, les deux pays optent désormais pour une synchronisation des actions de riposte. Ce déplacement des ministres de la Santé du Mali et de la Guinée vise à mutualiser les différentes stratégies de lutte en cours au Mali et en Guinée. À l'issue de quelques heures d'échange entre les deux parties, un communiqué final est rédigé. Il met l'accent sur le renforcement de la surveillance épidémiologique en tenant compte des spécificités de cette zone frontalière de Kourémalé. Il y aura des équipes conjointes de part et d'autre. Il y aura échange d'informations sanitaires. Et nous avons constaté avec beaucoup de satisfaction que déjà il y a eu un grand renfort de logistique. Cela augure vraiment une réussite très prochaine dans cette lutte commune. Nous avons même dit que des rencontres périodiques vont avoir lieu. La périodicité va être définie par nos techniciens dans les calculs qui vont suivre pour que régulièrement nous nous retrouvions pour évaluer les systèmes qui est mis en place pour que le plus tôt que nous finissions avec cette épidémie. Pour maintenir l'alerte du côté malien, ces kits composés de thermoflash et autres matériels de protection sont offerts par la mission guinéenne. De même, cette ambulance est remise au service de santé du poste frontalier de la Guinée par la coordination nationale guinéenne de riposte à Ebola. Elle doit faciliter le transport des cas suspects de fièvre Ebola vers les centres de prise en charge, mais aussi le suivi des contacts. Ici à Kourémalé, 180 contacts sont suivis par la coordination préfectorale de riposte à la maladie. Cette importante rencontre entre les ministres du Mali et de la République de Guinée est un signal fort quant à la possibilité d'éradiquer dans les prochains jours la circulation transfrontalière du virus entre les deux pays. Il faut dire, Sori Dekera, que les partis politiques aussi s'impliquent dans la lutte contre Ebola. La coordination nationale du RPG Arc-en-Ciel vient de remettre des kits d'hygiène à la population de Kankan. Ce geste vise à freiner la propagation de l'épidémie. Reportage Sorel Keita, Mohamed II Kamara.
Des kits d'hygiène pour lutter contre Ebola à Kankan. Le geste est de la coordination nationale du RPG Arc-en-Ciel. Ces responsables s'impliquent dans la riposte au virus Ebola dans le pays. Touché par l'épidémie, la ville de Kankan enregistre à ce jour 13 cas confirmés, dont 2 décès, alors que les autorités s'engagent à stopper la propagation du virus dans la région. C'est le premier geste, mais il y a un grand geste qui va suivre parce qu'il faut absolument combattre Ebola. Tout Guinéen doit s'engager dans cette voie. Aux imams de Kankan, aux imams de la Guinée entière, de continuer les prières contre Ebola. Ce don composé entre autres de 1000 seaux à robinet, 27 cartons de chlore, permettra aux populations d'entreprendre des actions de prévention du virus Ebola dans la région de Kankan. Ces efforts s'inscrivent en droite ligne des préoccupations du professeur Alpha Condé. Ebola a tué trop de Guinéens. L'effort que madame la coordinatrice du RPG AKC vient de faire, la population est interpellée. Le dispositif qui est là, c'est pour laver la main, avec la solution de chlore et du savon. Si nous le faisons, nous bloquons directement la contamination et la transmission épidémiologique du virus. La détermination de la coordination nationale du RPG Arc-en-Ciel pourrait aider à intensifier les efforts de lutte du virus Ebola en Guinée. Et puis parlons à présent de l'économie, précisément de la fuite des capitaux. Le phénomène prend de l'ampleur en Guinée. La question inquiète même les acteurs du secteur. Une conférence sur cette problématique vient de se tenir à la Banque centrale. Le point avec Boubacar Ba. Les conférenciers de la Banque centrale ont axé leur intervention sur 5 points essentiels. La situation de l'économie nationale depuis les années 70, la définition des méthodes d'estimation de la fuite des capitaux, l'évaluation, les facteurs déterminants et l'impact de cette fuite des ressources nationales. Selon l'étude menée par la Banque centrale, les falsifications commerciales, les évacuations sanitaires et la formation des jeunes étudiants à l'étranger sont des formes fréquemment utilisées pour sortir les capitaux. En Guinée, de 1986 à 2010, les résultats de l'étude ont montré que la fuite des capitaux a atteint les 1,56 milliards de dollars, soit 62 millions par an, ce qui représente 33% du PIB en 2010. Et en termes d'investissement, cela représente sur les 28 ans 1300 km de routes bitumées ou 70 000 classes ou encore 20% de l'aide publique au développement sur la période. L'analyse de la fuite des capitaux et la compréhension de ce mécanisme nous semble indispensable dans le contexte global des efforts engagés par le gouvernement du professeur Alpha Condé en vue de trouver aux problèmes économiques du pays les solutions les plus appropriées. De l'analyse de la situation, il serait nécessaire que les secteurs concernés, finances, banques, sécurité et commerce, se concertent pour faire respecter les règles et textes réglementaires régissant les opérations commerciales et le mouvement des capitaux. Renforcer la place des jeunes dans les partis politiques, le sujet est au cœur des préoccupations. Il a été d'ailleurs retenu comme thème central d'un atelier sur les techniques de plaidoyer en faveur de cette catégorie de militants. C'est une initiative du NDI financée par l'USAID Guinée. Compte rendu Yene Yansane. Ils sont une cinquantaine de jeunes venus des partis politiques pour suivre cette formation. L'objectif est de les initier aux techniques de plaidoyer pour renforcer leurs compétences en matière de fonctionnement dans les partis politiques. Ces 2 ateliers que nous avions organisés permettent véritablement de mieux opérationnaliser les différentes actions qui sont contenues dans le plan qui a été élaboré pour rectifier le tir. Faire en sorte que l'enjeu jeune, faire en sorte que l'enjeu femme permette véritablement aux partis politiques donc de gagner les élections. Ce présent atelier permettra d'outiller les militants de la capacité de faire des plaidoyers, vis-à-vis des responsables des partis politiques, vis-à-vis des dirigeants immédiats et vis-à-vis des dirigeants de la nation. Les jeunes et femmes constituent la majorité des militants des partis politiques.
Conscients de cette forte représentativité, les participants à cet atelier s'engagent à mieux tirer profit des enseignements reçus. À l'issue de cette formation, j'avoue que cela a beaucoup amélioré les prises de décision des jeunes dans les instances des partis. Ça a permis non seulement aux partis d'avoir un tableau de bord, puisque après nous avons édité des rapports, et ces rapports nous ont permis d'inviter les différents responsables à tous les niveaux pour faire notre plaidoyer afin qu'il puisse y avoir des jeunes dans les instances de décision du parti. À travers cette formation de 2 jours, NDA entend offrir aux participants la possibilité de mieux défendre leur cause dans des partis politiques. Les travaux du second forum mondial des droits de l'homme se sont poursuivis ce week-end à Marrakech, c'est au Maroc. L'une des thématiques sur laquelle l'apport de la Guinée a été sollicité est l'interaction des États avec les mécanismes onusiens de promotion et de la protection des droits de l'homme. Le point avec Makale Souma. C'est dans la salle jour El Alaoui que s'est tenu ce panel intitulé « L'interaction des États avec le mécanisme onusien de promotion et de protection des droits de l'homme ». Une occasion pour des pays comme le Maroc ou encore la Mauritanie de présenter leur expérience respective. La Mauritanie, d'où sont venus de nombreux défenseurs des droits de l'homme et de la société civile. Nous espérons que ce forum donne une très grande opportunité pour les défenseurs des droits de l'homme, que ce forum donne une très grande opportunité, en particulier pour l'Afrique et en général à travers le monde. Et nous espérons que ces défenseurs des droits de l'homme trouvent leur place au niveau de ce forum. À ce panel étaient présents des représentations comme la délégation interministérielle aux droits de l'homme, le Haut Commissariat aux droits de l'homme et le ministre guinéen des droits de l'homme et des libertés publiques. Khalifa Gassama Diaby qui est revenu sur la problématique des droits de l'homme et celle de l'État. La nécessité d'une telle rencontre, c'est de nous interroger pourquoi, malgré l'affirmation de la volonté politique des États, pourquoi nous n'y arriverons pas, ou alors on s'arrête au niveau qui consiste à dire les États ne veulent pas, on ferme nos bancs, ou on s'interroge sur la capacité des États à faire avancer ces problématiques. Je le redis encore une fois, tant qu'on n'aborde pas la problématique des États sur ces questions des droits humains, des États fragiles, des États qui ont une histoire politique, une dimension culturelle, qui mettent à difficulté leur volonté politique de mettre en œuvre les mécanismes internationaux, il y aura toujours des défaillances. Jusque-là, de nombreux États ont pu établir des partenariats solides avec ces mécanismes et même des structures de coordination permanentes, ce qui n'est pas encore le cas pour beaucoup d'autres États que les militants des droits de l'homme appellent à partager l'expérience de ceux qui ont réussi. Des équipements informatiques pour le ministère de l'Emploi, de la formation technique professionnelle et du travail. C'est un geste du groupe Total Guinée. Il vise à renforcer la formation des jeunes afin de les rendre plus compétitifs. Moussa Komara. Ces 20 ordinateurs sont destinés à la maison de l'emploi et des compétences. C'est une contribution du groupe Total Guinée. L'idée est d'accompagner les autorités du pays à développer les compétences des jeunes primo-demandeurs d'emploi. Comme toute entreprise, je dirais que nous ne pouvons rien faire sans des compétences. Les moyens financiers, c'est une chose, mais si nous n'avons pas les compétences humaines, rien ne peut être réalisé. Le groupe Total ne s'est pas limité qu'aux ordinateurs. Des licences d'exploitation sont ajoutées pour permettre au conseil de la maison de l'emploi et des compétences d'utiliser les appareils dans la légalité et dans la durée. Pour le ministre Damanta Albert Camara, ces efforts vont permettre de garantir l'avenir des jeunes. Je sais aujourd'hui que Total répond par là à un besoin réel. C'est parce qu'elle a perçu la nécessité de le faire. Total nous accompagne régulièrement lorsqu'on fait des salons de l'emploi. Total nous accompagne par des formations. Aujourd'hui, c'est un acte concret qui va être inscrit en lettres d'or dans l'histoire de la promotion de l'emploi en Guinée, parce qu'après la maison de l'emploi que nous sommes en train de faire aujourd'hui à Kaloum, la Banque mondiale et d'autres partenaires sont déjà déterminés à nous accompagner sur le reste du territoire. Cette bouffée d'oxygène du groupe Total Guinée vient s'ajouter à de nombreux efforts consentis depuis plus de 10 ans. À l'entreprise, plus de 3000 Guinéens sont employés. Le groupe a l'ambition de s'investir davantage dans la qualification des compétences des jeunes afin de les armer face aux rudes épreuves du marché de l'emploi.
Sport à présent, le championnat national de football démarre le 14 décembre prochain. Le public sportif guinéen attend du spectacle sur les différents stades du pays. Les grands clubs mettent de gros moyens pour se préparer. Cette année, le Maroc, où le Sili a préparé et joué ses matchs de qualification pour la CAN, est sollicité. Le Afia de Conakry y prépare son retour sous les projecteurs. Reportage Safia Toukonde. Kilomètres de Casablanca, le Afia de Conakry se reconstruit dans le froid marocain. La nouvelle génération des verts et blancs se forge ici, un esprit de concurrent, un esprit perdu depuis la fin des années 70. 36 ans après son 3e sacre continental, le plus célèbre club de football de la Guinée prépare sereinement son retour. Ici, d'abord, le cadre, c'est vraiment idéal pour une formation sportive, donc nous profitons au maximum. Notre objectif et le but, c'est de retrouver le grand Rafia dans les années 70-77. Cette saison en Ligue 1, le Afia développe ses aptitudes physiques pour tenir le haut niveau. Les installations du centre de préparation du Sili et d'autres grandes équipes nationales africaines au Maroc sont ouvertes aux joueurs. Et notamment le tactique, le technique, et même la psychologie. Donc on doit travailler partout, tous les points principaux de football. Et on doit faire ensemble parce que on n'a pas beaucoup de temps. Donc le championnat est là, il manque 14 jours. Mais je pense que cette équipe monte beaucoup au physique déjà. Et on va profiter de cet espace du terrain que nous avons ici pour améliorer notre travail tactique. Pour l'année du renouveau, le Afia ne compte pas mettre les joueurs sous pression. Aucun titre national n'est visé par les dirigeants du club en dépit des investissements. Très rassuré. Ce n'est pas une course de vitesse aujourd'hui, pour moi c'est une course de fond. Le Afia, je me suis investi pas pour gagner un championnat, 2 championnats. Je me suis investi là pour tout l'avenir du sport et du football guinéen. C'est-à-dire qu'à travers le Afia, que les jeunes prennent le courage et la volonté à se battre pour aller représenter la Guinée partout ailleurs. Donc si cela, il fallait passer par le Afia pour le faire, et je me suis investi pour ça. Pour l'heure, la grande fierté du football guinéen est à la recherche de l'esprit qui fait d'elle une légende continentale. Les héritiers de Suleiman Chérif, Joléa, Petit Sori, Papa Camara et autres sont conscients que la route sera longue. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la RTG.